Bonjour tout le monde et bienvenue au Culturama épisode numéro 4. Cette semaine, un épisode assez chargé qu'on a pour vous. On va parler de 4 films. Notre film en vedette cette semaine va être The Witch, qui est un film d'horreur qui est sorti récemment au cinéma. The Witch qui est un film de 2015 réalisé par Roger Ebert. Mais on a 3 autres films que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler du film Kung Fu Panda 3 qui est sorti au mois de janvier 2016 et qui est réalisé par Alessandro Carloni et Jennifer Yu. Je vais également vous parler pour les 2 dernières critiques du film La vie secrète de Walter Mitty qui est un film de 2013 réalisé par Ben Stiller. Et je vais terminer avec le film Steel Frontier, qui est un film qui est sorti directement en VHS, qui date de 1995, réalisé par Joe Hart et Paul G. Volk. On va également parler de nouvelles. Puis dans les nouvelles de DC Universe ont sorti une espèce de timeline pour les prochains films qui vont sortir avec leurs super-héros. Je vais vous énumérer ces sorties-là, parler un petit peu du film en même temps. Puis aussi, on va parler du thriller. Ça a été une semaine plutôt tranquille pour les thrillers, mais il y a eu le thriller d'un intéressant film qui est The Light Between Oceans, qui met en vedette Michael Fassbender. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. J'ai dit que c'était un show chargé. J'ai dit que c'était un show chargé parce que j'ai vu The Witch récemment. Et puis je sais que c'est un film qui fait comme peut-être pas polémique, mais c'est un film qui divise. Et puis moi j'ai énormément de choses à faire, à dire à ce sujet de ce film-là, puisque depuis que je l'ai vu, je ne pense qu'à ce film. Pour de vrai, j'ai ce film-là, c'est un film qui m'a beaucoup troublé. Donc on va commencer immédiatement avec The Witch. Qu'est-ce que ça raconte? The Witch se passe en 1630. Une famille de chrétiens extrêmement religieux décide de quitter leur communauté parce que l'endroit n'est pas assez religieux pour eux et ils s'en vont s'installer dans la nature sauvage de la Nouvelle-Angleterre avec leurs 5 enfants. Sauf que rapidement, leur nouveau-né se fait enlever. Il se fait enlever par quoi? Il se fait enlever par The Witch. Il se fait enlever par une sorcière qui fait disparaître l'enfant, qu'on ne reverra jamais dans le film parce qu'il est sacrifié. Et à partir de là, la sorcière ou les sorcières vont tourmenter cette famille-là, puis va utiliser leur peur pour que cette famille-là commence à s'accuser entre eux. Et puis, on introduit par exemple le démon là-dedans. On laisse penser qu'un membre de la famille pourrait être une sorcière. Et puis, tout le monde commence à se mettre un contre l'autre. Et ils deviennent des proies faciles pour le mal qui rôde autour d'eux. Et je n'ai pas vraiment le goût d'en dire plus par rapport à ce film-là. Je trouve que c'est une histoire extrêmement simple, mais en même temps, je veux vraiment pas vous donner aucun punch intéressant, sauf celui que je vous ai donné avec le bébé, mais comme c'est au début du film, puis que c'est vraiment l'élément déclencheur, c'était une bonne idée que je vous en parle. The Witch est adoré de la critique en ce moment, mais pas nécessairement adoré du grand public. En ce moment, le film est à quoi? Je pense que 7.6 sur IMDb, ce qui pour un film d'horreur est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Mais c'est un film qui divise. Puis c'est un film qui divise parce que c'est pas un film rapide. C'est pas un film où on montre beaucoup de meurtres. C'est pas un film d'horreur avec des jump scares. C'est un film d'horreur qui compte toutes nos coutumes, toutes les habitudes qu'on a envers ces films-là. Puis, moi, je me permets de dire que The Witch est probablement un des films d'horreur les plus audacieux que j'ai vus depuis très 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 longtemps. Puis que c'est un film qui va avoir de l'influence. Parce que c'est un film qui montre qu'on n'a pas besoin d'en montrer beaucoup pour être efficace, puis que c'est une question d'atmosphère. Mais d'abord, qu'est-ce que j'ai aimé avec The Witch? D'abord, ce que vous allez remarquer probablement en voyant le film, puis qui est très bon, c'est que la mise en place historique est très, très, très impressionnante. Pas dans le sens que, waouh, les beaux costumes, toute la mise en scène. Non, pas du tout. En fait, tout est fait pour bien nous immiscer dans cet univers-là. D'abord, effectivement, les costumes sont excellents, mais les costumes sont comme ils devraient l'être, c'est-à-dire des costumes drabes, pas très beaux. Ensuite de ça,
tout ce qui est par rapport à l'intérieur de cette maison-là, on y croit, tout est très très bien travaillé dans les détails, puis l'élément qui fait en sorte qu'on est le plus embarqué dans cette époque-là, c'est le fait qu'ils ont vraiment fait en sorte que l'utilisation de la langue, et là, parce que je pense que vous devez voir La Sorcière en langue originale, que ce soit sous-titré ou non, mais ils ont gardé le réalisme du langage de l'époque. Donc des fois, ça peut être très très complexe de comprendre tout ce qu'ils disent, mais en même temps, c'est une langue qui est presque poétique, la façon qu'on utilise les mots. C'est vraiment vraiment beau la façon qu'ils ont utilisé le langage. Le film en tant que tel, est-ce que c'est un film qui est effrayant? Selon moi, je pense que The Witch c'est un film qui est effrayant parce que c'est un film qui va nous hanter qui va vous hanter après que vous l'ayez vu. C'est un film qui est très 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 creepy, mais qui utilise très très bien les scènes d'horreur. C'est-à-dire que les scènes d'horreur ne sont pas très nombreuses dans le film, mais elles sont extrêmement travaillées. Et là, je vais donner un exemple, puis je pense que cet exemple-là, puis évidemment c'est spoiler, mais en même temps, je pense que c'est la meilleure façon de vraiment vous montrer comment l'horreur est bien utilisée dans ce film-là. C'est-à-dire que, bon, c'est la scène où le bébé se fait enlever, qui est dans les 10 premières minutes. Le bébé se fait enlever, puis là, on tombe dans... On voit le bébé, il y a une petite chandelle, puis là, on voit qu'il y a une femme nue devant lui, qui a un couteau. Évidemment, elle tue le bébé, on voit pas tuer le bébé. Mais ensuite de ça, on voit comme la sorcière prendre le sang, visiblement qui est celui du bébé, puis commence à s'en asperger, complètement nu. On voit pas son visage, puis il commence à avoir une musique avec des voix qui montent en crescendo pendant ça. Fait que là, on la voit dehors, dans son lit, elle a des convulsions, c'est vraiment bizarre. On se demande un peu qu'est-ce qui se passe. Puis là, après ça, la scène coupe, puis on voit ce qui est visiblement une silhouette de femme nue, qui est dans la nuit, mais elle bouge pas. Là, la musique est encore en crescendo. C'est vraiment effrayant la façon que c'est fait. On voit la lune en face. Puis la caméra semble comme avance ou recule. Je pense que la caméra recule. Puis plus la caméra recule avec la musique qui devient vraiment, vraiment forte puis vraiment effrayante, on voit que la silhouette de la femme, c'est plus vraiment une femme, c'est celle d'un corbeau, puis l'image coupe. On n'a rien compris de ça. Sauf qu'on comprend plus loin que la sorcière peut prendre forme animale. Sauf que au début, la scène arrive comme ça, c'est un peu comme une gifle au visage, on n'y comprend rien. Puis c'est une scène qui, je trouve, a vraiment donné le ton, parce qu'après ça, je me suis dit, s'il y a d'autres moments comme ça dans ce film-là va être génial. Puis des moments comme ça, il y en a beaucoup dans le film. Donc, les scènes d'horreur sont peu nombreuses, mais ils sont très bien travaillés. On a laissé beaucoup plus de place à l'espèce d'autodestruction qui se fait dans cette famille-là, avec les enfants qui s'accusent l'un et l'autre que quelqu'un est une sorcière ou que quelqu'un est pris en contrôle par le mal. Puis je pense que le film en tant que tel, The Witch, est une critique du christianisme très 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 intéressante. Puis là, sans vouloir entrer dans est-ce qu'ils ont raison ou pas, là, c'est vraiment pas du tout ça. C'est dans le film, on critique cette espèce de foi là, qui est aveugle, qui fait en sorte que dans n'importe quelle situation on vit une difficulté, on est prêt à mettre tout notre amour de côté pour suivre cette foi presque destructrice que cette famille-là utilise. Je veux dire, il y a deux personnages dans le film que je trouve vraiment intéressants, c'est deux jumeaux. Puis les jumeaux, et dans la maison et dans la ferme, il y a une chèvre vraiment effrayante qui s'appelle Black Phillip. Puis on laisse sous-entendre dans le film que la chèvre dit des choses aux deux jumeaux, puis qu'elle leur dit que la plus vieille, qui est le personnage principal du film, leur plus vieille sœur serait une sorcière. Et puis c'est vraiment intéressant puisque les parents se mettent à croire plus les jumeaux que leur fille plus vieille, même quand les jumeaux leur disent que c'est la chèvre qui leur a dit que leur sœur était une sorcière. Ce que je trouvais vraiment intéressant, ce qui arrive, c'est que
aussi, leur frère, celui qui est entre les jumeaux, puis la plus grande sœur, se fait enlever par la sorcière, revient et meurt. Et puis, à partir de là, comme all shit's going loose, tout le monde se met à avoir peur l'un de l'autre, à mettre en doute ce que les autres disent, et puis celle qui est le plus au centre de ces accusations-là, c'est le personnage principal du film, qui est la plus grande sœur. Donc au final, j'ai beaucoup aimé, ça prend beaucoup de cran pour faire une critique du christianisme à ce point-là. Puis j'ai trouvé qu'elle était bien travaillée, même si bon, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qui est dit par rapport à ça, mais la critique en tant que telle du fait que la foi peut nous pousser à faire des choses qui sont horribles, puis à mettre en doute même les gens qu'on aime, j'ai trouvé que c'était pas du tout mauvais comme idée. Puis d'amener l'horreur là-dedans, c'est-à-dire que l'horreur pousse vers les accusations, vers la perte de la foi, la perte du bon, du côté vers le mauvais. J'ai trouvé ça très bon. Ensuite de ça, ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est que c'était une réalisation qui était très très lente, mais très 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 experte. Le réalisateur sait très très bien monter la tension, comme je vous l'ai dit, l'horreur arrive juste au bon moment, puis pas trop longtemps. Mais l'esthétique du film est magnifique. Il n'y a pas une couleur dans ce film-là. Il n'y en a pratiquement pas. Tout est gris, tout est triste. Par exemple, la maison est d'une platitude incroyable. C'est seulement une maison de bois avec des chandelles. Il n'y a jamais un soleil bleu, c'est toujours un ciel gris. C'est très 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 déprimant comme esthétique. Puis ce que j'ai aimé, c'est une réalisation qui est très très lente. Une caméra bouge lentement, mais filme de façon très 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 experte. Puis souvent, on va juste se permettre de filmer la forêt en tant que telle, dans sa inquiétante solitude. Et puis ça, j'ai trouvé ça très 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 intéressant, parce que je trouvais que c'était justement très à propos avec le film. Comme il arrive quelque chose de vraiment horrible, puis après ça, on va montrer juste la nature puis le vent pendant peut-être 15-20 secondes. J'ai trouvé ça bon, parce que ça montre à quel point cette famille-là est isolée là, dans cette forêt-là. J'ai trouvé que c'était mieux utilisé dans ce film-là que par exemple Le Revenant, où ce qu'on a pratiquement les mêmes scènes, sauf que là, je chantais que c'était juste pour me dire « Oh wow, regardez-moi comme j'ai bien filmé cette montagne et ce paysage. » Là-dedans, c'est pas ça du tout. Ça a, je pense, un but d'isoler les personnages. Puis je pense que c'est très très bien fait de cette façon-là. Il y a une incroyable utilisation des animaux dans ce film-là, puisque, comme je vous l'ai dit, la sorcière peut prendre forme animale. On va utiliser les animaux pour créer un aspect très très inquiétant au film dans plusieurs scènes. Les trois animaux qui sont filmés, je pense, merveilleusement bien, c'est le corbeau, le lapin et ainsi que la chèvre qui, selon moi, vole la vedette complètement dans le film. Mais j'aime bien, par exemple, le lapin, c'est pas un lapin qu'on a rendu effrayant comme en le mettant laid. C'est simplement un lapin qui, avec le mélange de la musique, de l'acteur qui regarde l'animal, la façon qu'on l'a filmé, plus les close-up qu'on a fait à l'animal, c'est vraiment creepy la façon que c'est fait. La première fois qu'il rencontre le lapin, les deux personnages, comme celui de la plus grande, la sœur la plus vieille, l'enfant la plus vieille, puis son frère un peu plus jeune, vont dans le bois, tombent face à face avec le lapin, et puis pouf. La musique devient inquiétante. Et après ça, énorme close-up sur les yeux du lapin, puis là, tout le monde, je regardais autour de moi, puis le monde a l'air, wow, c'était quand même très 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 bien présenté pour nous montrer que cette bête-là, il y a quelque chose qui cloche. Puis avec la chèvre, c'est un peu la même chose. On a toujours l'impression que la chèvre va faire quelque chose d'horrible. Et puis là, c'est de savoir, est-ce que la chèvre en tant que telle porte le diable ou non? Et puis c'est un des éléments du film qu'il faut découvrir. Et puis qui est très 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 intéressant puis très très bien mené. Malgré le fait que le film soit long, moi personnellement je me suis jamais ennuyé parce que j'ai été vraiment fasciné par le scénario, mais aussi les personnages qui étaient très 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 bien joués. Par contre, je sais que c'est pas The Witch, et c'est pas un film qui va plaire à tout le monde. Les gens qui sont pas nécessairement
fans de cinéma, mais qui aiment les films d'horreur en tant que tels, vont peut-être pas du tout apprécier parce que c'est clairement un film d'auteur qu'on a où l'horreur sert de moyen pour passer le message par rapport au christianisme. Puis ça, c'est le genre de film qui fera jamais l'unanimité avec tout le monde parce que c'est lent, parce que le propos est pas nécessairement facile, parce que la reconstruction historique est très 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 précise au point où c'est difficile de comprendre plusieurs des dialogues. Puis c'est un film qui donne pas beaucoup aux spectateurs dans le sens que c'est pas un film avec une résolution qui va vous plaire ou qui va plaire aux gens. Oui, bon, j'ai déjà parlé de la musique, j'ai déjà parlé du montage sonore, mais je pense que clairement là, il faudrait que La Sorcière soit reconnue par rapport à ça. C'est un des montages sonores pour un film d'horreur les plus efficaces que j'ai jamais vu dans ma vie. Puis là, je vous ai parlé de la scène avec la mort du bébé avec le corbeau. Je trouve que c'est une scène absolument magnifique. Mais également la scène finale pour l'utilisation de la musique est vraiment, 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 vraiment impressionnante. Est-ce que j'ai nécessairement des points négatifs à dire sur le film? Pas tant que ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? La fin vraiment, vraiment divise beaucoup. Il y a quelqu'un qui, à la fin du film, est parti à rire. Tellement il trouvait que la fin était ridicule. Moi, par contre, je peux vous dire que je l'ai beaucoup aimé. Même si c'est vrai que la fin est pas du tout dans le même style que le métrage au complet. Puis c'était exactement la même critique qu'on avait faite au film Le Dernier Exorcisme. Puis ça ressemble beaucoup d'un certain point de vue, quoique je trouve celle de La Sorcière beaucoup plus efficace. Mais voilà, la fin va vous surprendre, et je veux pas vous la dire. La fin va vous surprendre, mais selon moi, elle ajoute une dernière dose de flip à ce film-là. Puis c'est une scène très bien montée, puis qui m'a quand même, je dirais, hanté pendant au moins 2-3 jours après l'avoir vu. J'en dis pas plus. Puis, c'est vrai aussi que c'est un film difficile parce que c'est un film qui a un ton sombre du début à la fin. Personne vraiment sourit. C'est un film qui est juste extrêmement déprimant. Mais en même temps, je trouvais que le contexte historique s'apprêtait bien à un ton aussi drabe que ça. Donc, si quelqu'un avait ça comme critique, selon moi, c'est pas nécessairement justifié. Mais en prenant en compte que La Sorcière est un film qui est pas pour tout le monde, je pense que si vous êtes un amateur de films d'horreur, en général, vous devez le voir. Mais si vous êtes un amateur de cinéma, vous devez absolument voir ce film-là aussi. Selon moi, probablement un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu depuis très 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 longtemps. C'était probablement aussi mon film de 2015 si j'avais pas vu un autre film, le film Room, qui est en nomination aux Oscars, qui m'a un peu fait chambouler. Puis sinon, j'aurais dit que La Sorcière était le meilleur film de 2015 que j'avais vu. C'est rien de moins que ça. Puis moi, c'est un film que je vous recommande énormément. Je pense que c'est un film extrêmement solide et puis qui va devenir culte avec le temps. Puis apparemment qu'il y a toujours, depuis 3 ans, un film d'horreur qui se démarque par année. Apparemment que le Babadook était vraiment bon l'année dernière. Puis que The Conjuring était bon il y a 2 ans. Et que là, ça serait The Witch. Mais si The Witch ouvre la porte à d'autres films d'horreur dans ce style-là, moi, je suis complètement vendu. Et je vous dis, allez le voir. Puis allez encourager des films comme ça. C'est rare qu'on ait des films d'horreur qui se démarque de cette façon-là. Puis c'est un film qui va relativement bien aussi au box-office. C'est un film qui n'a pas coûté grand-chose, puis qui ramène des millions de dollars, et puis qui va probablement mettre ce réalisateur-là, Roger Ebert, sur la map. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire plus tard. Donc on va passer tout de suite au deuxième film, et là on change complètement de registre parce que je vais vous parler du film Kung Fu Panda 3 de 2016 d'Alessandro Carloni et de Jennifer Yu. D'abord vous dire, j'ai vu les 2 premiers Kung Fu Panda avant le 3e. Des films que j'ai relativement beaucoup aimés. Le premier Kung Fu Panda est d'ailleurs un de mes films d'animation, je trouve, préféré, probablement dans mon top 10. Je l'ai
C'est un film que j'ai vraiment, vraiment adoré. J'aimais l'histoire en général, mais j'aimais la qualité de l'animation. Les blagues étaient drôles, et puis l'histoire en général, j'ai toujours aimé la série Kung Fu Panda pour les morales, puis les très beaux discours de sagesse qui se transmettaient avec ces films-là. Et puis, après de ça, le Kung Fu Panda 2 est sorti. Kung Fu Panda 2, qui selon moi était un film un petit peu plus sombre que le premier Kung Fu Panda. Un petit peu moins efficace par rapport à l'humour, mais plus audacieux au niveau du scénario. J'avais beaucoup aimé le méchant principal. Et puis, encore une fois, l'animation était encore plus belle que dans le premier film. Mais c'était encore un bon film d'animation très solide, mais c'était un petit peu moins bon que le premier Kung Fu Panda, selon moi. Et là arrive Kung Fu Panda 3. Je vais vous raconter l'histoire tout de suite. Donc, le père de Po, à la fin du deuxième film, on apprend que le père de Po reçoit un message du fait que son fils est encore vivant, donc il veut décider d'aller le voir. Et c'est comme ça que commence Kung Fu Panda 3. Le vrai père de Po arrive et les deux ensemble se réunissent. Et ce qu'il apprend aussi, c'est qu'un guerrier venu de l'espèce d'autre monde est en train de voler le chi de toutes les combattants de Kung Fu qu'il rencontre, même le Master Oogway, qui est la tortue des deux premiers films. Donc, en battant Oogway, ce combattant-là peut revenir sur Terre, et là il arrive sur Terre, il affronte tous les combattants de Kung Fu, il vole leur chi, puis il devient plus fort à force qu'ils ramassent leur chi. Donc, Po doit apprendre à maîtriser le chi pour pouvoir le battre, et son père dit qu'il va pouvoir lui montrer s'il vient avec lui dans son village où est-ce qu'il est né. Et Po va avec lui dans ce village-là, mais sauf que Po devient vraiment, vraiment... Bon, il adore être dans ce village-là, sauf qu'en même temps, son adversaire continue de battre tout le monde et de prendre leur chi. Et puis, il se rend compte, et surtout, que son père ne maîtrise pas le chi, qu'il voulait simplement l'avoir avec lui dans son village. Et là, il doit trouver une façon de battre cet horrible monstre. Et voilà, pour Kung Fu Panda 3, mon résumé est très ordinaire. Encore une fois, avec ce film-là, qualité de l'animation sensationnelle. Honnêtement, c'est incroyable, la beauté de l'animation de cette série-là. La façon que c'est fait, c'est toujours très 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 coloré, mais en même temps extrêmement fluide. Je trouve que la scène d'ouverture, où ce qu'on est dans cet autre monde-là, où ce que le méchant affronte le maître Oogway, est probablement la plus belle scène que j'ai vue. Oh, j'ai un appel. Ouais, qualité de l'animation est absolument phénoménale. Puis c'est une série qui se démarque par rapport à ça, clairement. Puis une chose qu'on peut dire, certainement, c'est que au niveau de l'animation, c'est vraiment meilleur. Par contre, si j'avais en général à vous dire ça, parce que Kung Fu Panda 3 a été très 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 bien reçu en général, c'est probablement une des belles surprises du mois de janvier, étant donné que quand les films sortent au mois de janvier, on n'a jamais vraiment beaucoup d'attentes, parce que les films au mois de janvier, c'est des films que les studios veulent se débarrasser un peu, parce qu'on pense que ça ne marchera pas, ou c'est des films d'auteurs de 2015 qu'on sort pour les Oscars et tout le kit. Et j'étais étonné que Kung Fu Panda 3 soit au mois de janvier, parce que ça voulait dire, est-ce que c'est parce qu'il est pas bon qu'on le met au mois de janvier? Puis moi, je l'ai beaucoup moins aimé que les deux autres films. Par contre, les gens ont beaucoup aimé ce film-là, parce que c'est un petit peu la même recette toujours. C'est toujours des belles morales, puis le film en soi porte encore des belles morales en général. Puis j'aime l'idée, surtout que le film, il y avait le père adoptif de Po qui est... comment il s'appelle déjà? En tout cas, c'est une oie. Puis c'est vraiment vraiment drôle, c'est le personnage le plus drôle du film. Avec le mélange de son vrai père, puis là, je trouve que c'est une idée scénaristique intéressante, puis qui amène plusieurs bonnes blagues dans le film. Mais en même temps, je pense que pour moi, au niveau de ce que j'ai aimé du film, ça s'arrête un peu là. C'est assez pour dire, j'ai quand même passé une bonne heure 30, mais j'ai vraiment
pas été impressionné tant que ça par Kung Fu Panda 3. Pour moi, c'est un peu une déception. Parce que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus dans la même veine que le 2 et que le troisième film. Puis selon moi, c'est pas ça. Puis c'est pas ça pour une raison très simple. J'ai trouvé que le film était trop drôle. Pas dans le sens qu'il était véritablement drôle. Le film utilisait beaucoup trop l'humour. Puis je peux dire que j'ai moins aimé le deuxième film que le premier, sauf que le deuxième film était plus sérieux, puis il m'a quand même un petit peu plus touché que celui-là. Dans le troisième film, j'ai pas été touché parce que chaque fois qu'il y avait une scène dramatique, on dirait qu'il se sentait obligé de terminer la scène avec une blague idiote. Puis il y a une chose qu'il faut que je dise, c'est que les blagues m'ont beaucoup moins fait rire dans le troisième film que dans les deux premiers. Je trouve que là, on va vraiment au plus bas dénominateur commun. Puis on commence à surexploiter un petit peu trop les blagues où on rit du fait que Po est gros. À un moment donné, c'est plus vraiment drôle. Puis là, quand il va dans le village de Panda, évidemment, tout le monde est gros. Et là, les blagues continuent de s'enfiler là-dessus. J'ai trouvé que c'était dommage parce qu'à chaque fois que j'avais l'impression qu'on allait quelque part, il fallait qu'une blague, souvent pas très 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 drôle, vienne baisser l'effet de la scène. Puis il y en a eu beaucoup de ces scènes-là dans le film. Ensuite de ça, il n'y a pas eu assez de scènes de kung-fu, selon moi, dans le film. En tout cas, les scènes qu'il y avait étaient vraiment pas aussi inspirées que dans les deux premiers films. Dans le deuxième film, la scène finale où ce que Po affronte la grue est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très bonne. Ici, même la scène finale entre Po et le très méchant buffle, selon moi, manquait d'inspiration parce que ils se sont battus pendant à peu près, je sais pas, 2 ou 3 minutes, puis après ça, on rentre dans cette histoire de chi, puis dans l'autre monde où est-ce qu'ils vont se battre. Puis là, c'est très très beau, mais c'est plus vraiment du kung-fu. Puis j'avais aimé ça, c'est ce que j'aimais beaucoup dans cette série-là, c'est que les scènes de kung-fu étaient vraiment de façon legit, des bonnes scènes de combat. Puis je trouve que dans le troisième film, il n'y en a pas assez. Puis quand il y en a, c'est pas inspiré et c'est pas assez long. Le méchant, je peux vous en parler. D'un, je me rappelle même pas de son nom. Puis deuxièmement, son background, son historique est vraiment pas intéressante. Comparément au deuxième film, où le personnage de la grue était vraiment, vraiment intéressant. On comprenait pourquoi il était devenu méchant. Celui-là a l'air d'être méchant parce qu'il est méchant. Et puis, il est extrêmement fade et pas nécessairement très intéressant. Et je trouve ça dommage parce que dans les deux premiers films, encore une fois, parce que moi je vais toujours comparer, les deux méchants étaient beaucoup plus intéressants, puis il y avait un background beaucoup plus élaboré que celui-là. Ensuite, le casting est plus sous-utilisé que jamais. Déjà, on avait remarqué dans le deuxième film que tous les personnages, comme la menthe religieuse, la grue, le chien, le singe, même le tigre, c'était des personnages qu'on voyait beaucoup moins, qui parlaient beaucoup moins. Dans le troisième film, ils sont moins utilisés que jamais. Et puis, je trouve ça vraiment dommage. T'as Seth Rogen, t'as Jackie Chan, t'as Lucy Liu. Puis, ils ont à peu près 3 phrases à dire dans le film au complet. Puis, c'est des personnages centraux dans ce film-là. Mais voilà, le film était vraiment pas par rapport à eux. Et puis, au final, moi je vous le dis, c'est le plus faible de la trilogie et de loin. Selon moi. J'ai pas du tout été impressionné par Kung Fu Panda 3. Par contre, je comprends les gens qui ont quand même aimé ça parce qu'on reste dans la même formule, mais je trouve que c'est une formule qui est vraiment... On a baissé en efficacité. Donc, je pense que probablement que les studios de Kung Fu Panda 3 s'attendaient à des résultats plus décevants. C'est pour ça qu'ils ont mis le film au mois de janvier. Puis je pense que c'est une série qui commence vraiment à être en perte de vitesse. Puis moi j'arrêterai là, mais c'est clair qu'ils vont pas arrêter puis qu'ils vont en faire d'autres. Mais voilà, ce film-là m'a pas du tout impressionné. Et puis, je donne une note de passage quand même, mais Kung Fu Panda, c'est une série que j'adore beaucoup comme film. Et une note de passage, c'est pas assez. Donc, je pense pas que je vais reverrer s'il y a un 4e. Je pense pas le voir au cinéma, parce que j'ai été quand même beaucoup déçu. On va tout de suite passer au film La vie secrète de Walter Mitty, un film de 2013 réalisé par Ben Stiller. L'histoire de ce film, Walter Mitty travaille pour le magazine Life. Il s'occupe de la section des négatifs pour les photos. Et puis là,
Les temps changent et puis les négatifs, ça devient plus vraiment populaire. Puis son département va probablement être fermé bientôt, étant donné que non, en fait, c'est pas que son département va être fermé. Le magazine Life va fermer puisque il n'y a plus ça, des négatifs. C'est rendu comment qu'on appelle ça, là, les photos. Ah, j'ai un blanc. En tout cas. Oui, je reviens. Donc, parce que maintenant, c'est l'ère du numérique et le magazine Life n'est plus du tout à la mode. Donc, il va fermer. Sauf que Walter, lui, travaille vraiment fort pour la dernière édition du magazine. Sauf qu'il a perdu un négatif. Et puis, il doit rechercher ce négatif-là. Sauf qu'il ne le trouve pas dans la section du magazine Life. Et puis, il apprend que la personne qui a pris la photo est au Groenland. Donc, il décide d'aller le rejoindre pour aller chercher ce fameux négatif manquant pour le magazine. Et puis, bon, le personnage de Walter Mitty, c'est un homme qui a jamais vécu, qui est très 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 gêné, qui est en amour avec une femme, mais qui est trop gêné pour aller l'inviter à sortir puis à manger. Donc, dans cette quête-là, pour retrouver ce fameux négatif, il va un peu apprendre à se retrouver, découvrir qui il est vraiment. Et voilà, belle histoire inspirante, tout le tralala. Chose à dire sur La vie secrète de Walter Mitty, c'est que c'est un film qui est extrêmement sympathique. C'est un beau film. Un beau film bien joyeux. Un film, je veux dire, c'est de fil blanc, là. Il n'y a absolument rien de surprenant dans ce film-là, mais c'est un film avec une jolie esthétique. Puis on voit clairement que Ben Stiller, qui a réalisé là, à ce stade-ci quand même d'autres films, a vraiment fait un effort pour faire un film qui était très beau, visuellement très plaisant, mais également au niveau scénaristique qui va un petit peu plus loin que les comédies qu'il a faites jusqu'à présent. Film qui est pas du tout ennuyant, c'est-à-dire ça passe très très vite, de le voir passer d'une péripétie à l'autre, c'est quand même assez entraînant. Puis le film présente un très beau message sur le fait de vivre sa vie, parce qu'on vit pas sa vie, on la réalise. Puis le personnage comprend que il est beaucoup plus heureux dans cette vie-là, où ce qui est en quête de quelque chose qu'une vie ennuyante, où est-ce qu'il fait toujours la même affaire, puis qui est un peu emprisonné par sa gêne. Le film, même si c'est un film de Ben Stiller, puis qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'humour, c'est une comédie avec de l'humour, mais pas trop. Puis c'est de l'humour qui va jamais au plus dénominateur commun. C'est un humour très sympathique, de situation. C'est très bien dosé par rapport à la partie dramatique puis la partie humour, qui fait en sorte que, en général, quand le film est fini, on s'est dit « Ah, c'était un film très plaisant, très sympathique. » Puis ça montre aussi que Ben Stiller va probablement un jour réaliser un grand film. Je pense qu'il serait capable de réaliser un très 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 bon film. Parce que visiblement c'est quelqu'un qui, quand il a une idée derrière la tête ou quand il veut faire quelque chose, il est prêt à faire beaucoup d'efforts pour y aller. Il a voulu faire un film visiblement plus sérieux, plus philosophique avec La vie secrète de Walter Mitty, puis je pense qu'il l'a fait ici en général, sauf que c'est un film qui est quand même imparfait. Je peux vous dire ce que j'ai un peu moins apprécié du film, mais en même temps, j'ai bien aimé La vie secrète de Walter Mitty. Je pense par contre c'est un film qui est limité. Je pense que c'est un film qui est moins intelligent qu'il voudrait bien l'être en général. Je pense que au direct Ben Stiller avait beaucoup d'ambition avec ce film-là. Et là, je parle d'ambition d'Oscar, là, de la façon que l'histoire est présentée, puis la façon qu'il s'est mise en scène et tout le kit. Par contre, le symbolisme du film est extrêmement gros. Le message manque beaucoup de subtilité. Il n'y a rien de subtil dans La vie secrète de Walter Mitty. C'est pas un film qui utilise le médium du cinéma pour faire passer un message autre que qu'est-ce qui est dit à l'écran. C'est pas une mauvaise chose en soi du tout. Mais je pense pas qu'on... Je veux dire, on est en 2013. La vie secrète de Walter Mitty, dans 10 ans, est-ce qu'on va nécessairement s'en rappeler
J'en doute. Puis j'en doute parce que des films comme La vie secrète de Walter Mitty, il va en avoir tellement d'autres. Entre-temps, je veux dire, puis il va en avoir des meilleurs que ça, parce que ça va être des films qui vont être un petit peu plus audacieux dans la réalisation, dans le message artistique. Puis je pense ici que c'est ce qui manque. C'est selon moi la différence entre un bon film et un grand film. Un bon film, tu vas avoir ce que tu as dans l'écran, puis ça va être efficace, puis ça va fonctionner. Puis La vie secrète de Walter Mitty est exactement ça. J'ai pas rien à dire sur l'esthétique, sur les performances de n'importe qui. Je trouve que c'était un film très bien fait par rapport à ça. Par contre, un grand film, c'est un film que je vais pouvoir revoir 10, 15 fois, puis que je vais toujours être diverti. Puis j'ai pas l'impression que je pourrais revoir La vie secrète de Walter Mitty 15 fois, puis retirer quelque chose de nouveau à tous mes visionnements. Je l'ai vu une fois, puis je pense que j'ai retenu 98% de tout ce qu'on m'a présenté à l'écran. Donc, en soi, c'est correct. C'est un bon film, mais ça va pas plus loin que ça. C'est un film qui m'a amusé, mais qui m'a pas fait voyager nulle part intellectuellement. Même si je pense que probablement que c'était un début, j'ai pas du tout été séduit intellectuellement par le film. Mais j'ai aimé ça, comme je l'ai dit à peu près 40 fois pendant que je faisais ma critique. En général, moi je vous dirais, je recommande le film parce que c'était plutôt bien, c'était sympathique, c'était le fun à regarder, puis c'est le genre de film qu'on peut regarder à deux avec sa blonde, puis c'est parfait, puis tout est beau. Mais en tant que tel, pas un grand film, juste un bon film. Voilà tout. Et la dernière critique de film que je vous présente, c'est... Évidemment, je pouvais pas m'empêcher, parce que je l'ai fait la dernière fois, et que je vais le refaire... En fait, je l'ai fait les 2 dernières fois, puis je vais certainement le refaire une autre fois après. Vous parler d'un film de série Z, et là, je vais vous parler du film Steel Frontier de 1995 de Joe Hart et de Paul G. Volk. C'est quoi l'histoire de Steel Frontier? Parce que c'est clair que ça doit vous intéresser incroyablement. C'est un peu un mélange entre Mad Max et L'Homme sans nom de Clint Eastwood, mais dans un futur post-apocalyptique. Avec une bande de criminels qui terrorisent les alentours et qui rentrent dans une ville, tuent plein de gens et décident de prendre le contrôle de la ville. Il y a un homme sans nom qui décide de rentrer dans la ville, se joint à la bande, mais se joint à la bande visiblement avec l'intention de la détruire de l'intérieur, et puis décide d'éliminer les méchants un par un jusqu'à temps qu'il arrive jusqu'au méchant final. Et qu'il va montrer aux gens de la ville à se défendre pour ne pas se laisser faire par les méchants. Et ainsi est Steel Frontier. Il n'y a rien d'autre de plus à dire. C'est pas... Mais honnêtement, moi, vous savez, j'ai un amour particulier pour ces films-là, des films de série Z qui copient ou qui suivent un genre les yeux fermés, mais qui n'ont pas beaucoup, je veux dire, qui n'ont pas l'ambition d'être autre chose qu'un divertissement. Quand La vie secrète de Walter Mitty avait clairement une ambition d'être plus qu'un divertissement, Steel Frontier n'est qu'un divertissement, et dans ce domaine-là, je pense, même si le film a une horrible réputation, là, c'est un film qui n'est pas beaucoup aimé, puis qu'on dit que c'est vraiment ennuyant. Moi, j'ai vraiment pas détesté Steel Frontier. En fait, je le reverrai là, dans un futur plus ou moins proche. Ce que j'ai d'abord apprécié du film, c'est que c'est un mélange entre le post-nucléaire, le genre post-nucléaire, et le western. C'est pas nécessairement quelque chose qui est du jamais vu, sauf que je trouve que les deux genres se mêlent bien dans ce film-là. On l'a bien présenté. Parce qu'on va garder les face-à-face classiques des westerns, mais dans cet univers-là, post-nuke, moyennement travaillé. Ça, par contre, je vais vous dire. Mais j'ai aimé ça qu'on mélange les choses ensemble. Il y a plusieurs scènes d'action dans le film, puis je trouve que les scènes d'action sont pas mauvaises du tout. J'ai dit qu'il y a plusieurs scènes d'action, il n'y en a pas tant que ça. Sauf que quand il y en a une, elle est assez longue, puis elle est bien travaillée. Puis quand il y a de l'action, il y a beaucoup d'action. Puis ça, c'est parfait. Quand la scène finale, le combat final va durer 20 minutes. Puis je trouve que c'est un 20 minutes qui est bourré d'action, super intéressant. Puis qui fait en sorte que
le film mérite d'être vu. Selon moi, c'est vraiment pas... je veux dire, on va louer Steel Frontier pour de l'action. Ben, on a de l'action. Puis quand il y en a, mais c'est vraiment bon. Le film a également l'air d'avoir un budget conséquent parce qu'il y a des explosions à n'en plus finir dans ce film-là. Puis au point que je trouvais ça vraiment drôle, il y a toujours quelque chose qui explose dans ce film-là. Puis les explosions sont très bien présentées aussi. Puis le film est rythmé, pas ennuyant. Je veux dire, pour un film comme ça, je trouve que c'est parfait. Certains ont dit que il y a trop de dialogues, mais les dialogues sont tellement cheese que selon moi c'était vraiment pas ennuyant. J'aimais ça, entendre ce qu'ils avaient à dire. Bon, le film est pas parfait, visiblement, hein? Puis c'est un film limité aussi. L'acting est dégueulasse, mais dégueulasse de façon incroyable. Beaucoup des personnages joués par les méchants, puis il y en a énormément, sont non seulement très mal joués, mais en deviennent presque irritants. Il y en a qui en font beaucoup trop. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime pas particulièrement. Puis le personnage principal a aucun charisme. Mais aucun charisme. Il joue vraiment la carte Clint Eastwood sans le charme de Clint Eastwood. De ce côté-là, non, ça marche pas. Au niveau du casting puis de l'acting, ça marche pas. Puis il y a rien de vraiment original dans le film, même... Sauf, je veux dire... même la base du film, mélanger le western puis le post-nuke, ça a déjà été fait. Mais je trouve qu'ici, c'est quand même bien fait, mais il n'y a rien de particulièrement original dans ce film-là. Donc, attendez-vous pas à rien de surprenant. Malgré tout, si vous voulez juste un film où vous allez avoir du fun pendant 1h30 de temps, je pense que Steel Frontier, c'est un sure shot. Je veux dire, vous n'allez pas vous tromper parce que c'est quand même plutôt bien. Moi, je l'ai vu sur YouTube. Donc, il était disponible sur YouTube, Steel Frontier 1995. Puis, vous allez pouvoir le voir dans son intégralité. Donc voilà la fin pour mes critiques. Je pense que c'était un beau melting pot cette semaine. On va passer aux nouvelles. Et j'ai pas des nouvelles particulièrement très surprenantes pour vous cette semaine, mais quand même plusieurs qui peuvent être intéressantes. Il va y avoir un film sur la vie de Barack Obama qui devrait sortir dans 2017. Le film s'appellerait Barry. Et puis, on en a appris un petit peu sur ce film-là. Moi, personnellement, je serais extrêmement intéressé pour un film sur Barack Obama. Le film serait beaucoup plus sur son adolescence ou son début quand il est devenu adulte puis qu'il est déménagé à New York en 1981. Et ça ne va pas montrer comme sa montée au pouvoir, son intérêt pour... C'est clair que son intérêt pour la politique va être touché là-dedans, mais on voit pas au moment où il décide de devenir président, ou qu'il a l'ambition de devenir président. On va le voir quand il arrive à New York et qu'il essaye de survivre dans ce New York de 1981. Le personnage de Barack Obama va être joué par Devin Terrell, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Vous regardez les photos sur Google Images. Aucune idée si par contre c'est un bon acteur. Mais moi, personnellement, je serais extrêmement intéressé par un film sur Barack Obama. J'aime toujours les films où on présente des politiciens. J'avais même beaucoup aimé le film sur Nicolas Sarkozy qui avait sorti il y a à peu près 3 ou 4 ans. Je l'avais trouvé vraiment bien. Et puis... avec Barack Obama, c'est vraiment intéressant parce que c'est un président qui a vécu des difficultés dans sa vie, qui mérite notre attention. Puis il y a plusieurs présidents qui ont eu des parcours tracés de toute trace devant eux, qui n'ont jamais eu de difficultés, qui ont toujours été riches et tout le kit. Mais là, Barack Obama, c'est pas nécessairement le cas. Puis c'est un homme qui polarise, puis qui fascine. C'est rendu un symbole. C'est un des présidents les plus populaires de tous les temps. C'est quelqu'un qu'on aime aimer ou qu'on aime détester. Pour moi, c'est la recette pour un bon film biopic. Donc voilà, il y aura un film sur Barack Obama et il m'intéresse énormément. Ensuite de ça, une nouvelle qui est parfaitement en symbiose avec notre épisode cette semaine, The Witch, qui a eu un succès inespéré, un succès surprenant en salle depuis le mois de janvier, n'aura pas de suite et ça a été confirmé. Du moins par le réalisateur le film a eu un succès surprenant. Ça a commencé à Sundance où le film a eu des critiques dithyrambiques et puis là il est sorti en salle
a accumulé quelques millions de dollars, ce qui en fait un très très gros succès. Et puis, le réalisateur du film, Roger Ebert, a dit qu'il avait mis ce qu'il voulait mettre dans le film, puis que s'il avait su qu'on avait planifié de faire une suite, ben, il n'aurait pas fait son film de la même façon qu'il le fait en ce moment avec sa version. Donc, ce qui veut dire que lui-même ne planifie pas de faire une suite. Ce qui ne veut pas dire que le projet du film pourrait pas être acheté par un gros studio qui pourrait en faire une suite, simplement pas réalisée par Robert Ebert. Malgré tout, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Parce que c'est rassurant que Ebert n'ait pas nécessairement une suite en tête, parce que j'ai trouvé que le film en tant que tel était parfait comme ça. Pas besoin de faire une suite. J'ai tout compris ce qu'il y avait à comprendre. Par contre, si on en fait une suite, je la verrai pas. Je vous le dis tout de suite, je la regarderai pas parce que c'est clair qu'on va utiliser l'aspect culte du film pour en faire une suite qui sera pas à la hauteur. Comme on a fait avec 30 Days of Dark, comme on a fait avec L'Effet Papillon, comme on a fait avec plein d'autres films d'horreur qui ont été efficaces puis que toutes leurs suites ont été complètement à chier. Robert Ebert n'a pas planifié de faire une suite à The Witch et devrait plutôt s'attaquer à un remake du film Nosferatu, dont je suis beaucoup intéressé à la suite de mon visionnement du film The Witch. Il serait parfait pour ce film-là, étant donné que Nosferatu de 1922 était très efficace par la montée de l'horreur, le côté très creepy. Et puis là, j'ai l'impression qu'il va être la personne de choix pour réaliser ce film. Maintenant, on en est aux sorties de films d'ici qui ont fait un update sur leur prochaine sortie au cinéma. Donc, je vais vous les énumérer puis on va en parler un petit peu de chaque film en partant. Bon, je suis pas le plus gros connaisseur de bande dessinée au monde, mais je peux au moins vous dire si c'est le genre de film qui m'intéresserait ou pas. Donc, Batman contre Superman, Dawn of Justice va sortir le 25 mars. Ça, je pense qu'on commence tout à le savoir, étant donné que ça pullule de publicité en ce moment. Plus je regarde des bandes annonces, moins je suis intéressé par le film. Même si je risque fort probablement d'aller le voir quand même. Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que c'est tellement sérieux. Puis, c'est ce que je trouvais que Man of Steel était franchement pas très comment dire, il y avait rien d'inoubliable dans le film Man of Steel sauf de voir Superman complètement détruire la ville. Mais là ici, Batman contre Superman dans la Justice, avec ce que j'ai vu des trailers, puis c'est tellement dark, puis il y a tellement des moments corny dans ce film là. Le meilleur bout, c'est clairement quand Batman voit Superman puis qu'il dit "Do you bleed?" Là, je me dis, waouh, on est vraiment dans un film ultra sérieux. Je sais pas, vous direz que j'ai aucun intérêt. Mais par contre, c'est probablement le genre de film qui pourrait vraiment me surprendre. Zack Snyder, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, donc je pense qu'il pourrait faire un très beau travail ici. Mais en même temps, on va voir. Le 25 mars, ça arrive bientôt. Je ne promets rien quant au fait que je vais regarder le film à sa sortie, mais ça se pourrait très bien que je le voie quand même, éventuellement. Le 5 août 2016, ce sera le film Suicide Squad. J'en ai fait quand même ma critique du dernier trailer qui est sorti au podcast numéro 1. Donc vous pouvez aller là si vous voulez mon opinion sur le dernier trailer. Selon moi, un meilleur potentiel. Je pense que ça va être un film qui risque d'être quand même plutôt divertissant. J'ai peur par contre qu'il y ait beaucoup trop de personnages. Puis que ça fasse en sorte que l'histoire en tant que telle soit pas très intéressante, que ce soit juste intéressant pour voir les personnages évoluer. Ça, c'est ma crainte. Parce que, après avoir vu le deuxième film des Avengers, j'ai l'impression que ça pourrait bien être le cas. Mais en même temps, je trouve qu'ils ont l'air d'avoir fait un film beaucoup de rigueur pour faire le film. Donc, ça va probablement être intéressant. Et puis, bon, le retour du Joker, c'est pas rien avec Jared Leto qui est complètement flippant. Mais voilà, 5 août 2016. Pas supposé d'avoir un autre film de DC qui sort pour les 10 mois suivants de Suicide Squad jusqu'au 3 juin 2007 où on présente le film de Wonder Woman. Wonder Woman, ça fait des années et des années qu'on parle de faire un film et puis ça arrive jamais parce qu'on a toujours l'impression que ça fonctionnera pas.
Mais voilà, on va faire un film de Wonder Woman le 3 juin 2007. Le personnage de Wonder Woman va être présent dans Batman contre Superman Dawn of Justice, étant donné qu'on peut vraiment le voir dans le trailer du film. Et puis, le film de Wonder Woman, selon ce qui est écrit, sera situé durant la Première Guerre mondiale. Selon moi, ils sont mieux de faire quelque chose de très rigide parce que si Wonder Woman c'est pas très bon, les gens iront pas le voir. Puis il faut vendre. Vendre Wonder Woman, c'est pas facile parce que j'ai jamais eu l'impression que c'était nécessairement un super-héros qui était si intéressant que ça. Mais s'ils sont capables de l'amener, de rendre ça intéressant, ben moi je suis preneur, j'irai probablement le voir. Ensuite de ça, le 17 novembre de 2017, ce serait Justice League Part 1. Donc, il faut s'attendre, évidemment, à ce que, à la fin de Batman contre Superman, ils deviennent amis ensemble, qu'ils forment la Justice League avec Wonder Woman, avec également probablement d'autres super-héros qui vont s'ajouter à ça, comme Martian Manhunter, The Flash, Green Lantern. Mais ça, on n'en sait pratiquement rien de ce film-là. Puis on va sûrement avoir une meilleure idée de Justice League Part 1 quand Batman contre Superman Dawn of War va être terminé. Il va probablement avoir une petite scène après les crédits, puis qui va nous ouvrir la porte vers ce film-là. Et c'est écrit Part 1 étant donné qu'il va y avoir évidemment une deuxième partie qui va être en 2019. Ensuite de ça, le 23 mars 2018, The Flash va avoir son film. Apparemment pas le même personnage principal que dans la série du même nom. The Flash est un héros avec énormément de potentiel. Super intéressant. Si on réussit à faire un film solide, je vois pas pourquoi ça ne serait pas un succès. 27 juillet 2018, Aquaman. Et là, Aquaman, il va falloir briser tous les préjugés que les gens ont envers lui, qu'on a des préjugés qu'on a alimentés depuis tellement longtemps en disant que Aquaman est nul, qu'il sait rien faire d'autre que de contrôler des petits poissons. Je pense que DC vont être en mesure de faire un film vraiment plus solide que ça. Ils vont être en mesure de briser nos préjugés. C'est un film que j'ai quand même bien hâte de voir. Ensuite de ça, rien d'autre en 2018. Il faut attendre jusqu'au 5 avril 2019 avec le film Shazam qui va sortir, qui apparemment va avoir une orientation beaucoup plus comique que tous les autres films de DC, ce qui est quand même intéressant étant donné que DC ne font pas des films comiques à la base. Par exemple, contrairement aux films de Marvel, où ce que tous les films de Marvel ont un genre comique, Shazam aurait peut-être plus cette orientation-là que les autres films d'ici. Shazam qui est un magicien. J'ai bien hâte de voir. Je connais pas assez de personnages pour vous dire si je suis quand même intrigué. Mais j'ai pas vraiment d'autres détails à vous donner sur le film. Le 14 juin de la même année 2019, Justice League Part 2. Donc sûrement une grosse histoire qu'on va mettre en place en Justice League Part 1 et Part 2. Et ensuite de ça, il faut aller en 2020. Pour le prochain film qui va être Cyborg. Pour moi, j'ai aucun intérêt envers ce héros-là parce que je le connais pas du tout. Mais apparemment qu'il est très populaire. Donc, un homme robot pour les intéressés. Et le 19 juin 2020, Green Lantern Corps. Donc, en l'espace de 2 mois, deux films DC. Comme ils ont fait en 2019 entre Shazam et Justice League Part 2. C'est quand même assez audacieux. Mais Marvel ont quand même fait ça. Et puis Green Lantern Corps qui va visiblement montrer l'équipe Green Lantern, pas simplement un Green Lantern comme ça a été le cas dans le film avec Ryan Reynolds. Ben, on voyait le Corps dans le film de Ryan Reynolds, mais il ne faisait pas vraiment partie du film. Mais là, on va voir toute l'équipe de Green Lantern. Écoutez, rendu là, on sait absolument rien de ces films-là. 3 films annoncés, mais qui n'ont aucune date. De Batman, avec Ben Affleck. Man of Steel 2, dont je n'ai aucun intérêt. Et The Sandman, qui est une série extrêmement audacieuse de DC, que j'ai toujours été surpris qu'on en fasse un film, parce que c'est vraiment pas nécessairement facile d'accès. Mais The Sandman va avoir son film, aucune date par contre. Et puis ça se passe dans le même univers que DC, mais en même temps c'est un petit peu à côté. Je veux dire, The Sandman fait ses propres affaires, il n'y a pas beaucoup de mélange de personnages dans Sandman. Alors voilà pour ça. Pour les dates du film de DC, c'est un plan très 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 intéressant, moins étoffé que Marvel, qui eux autres sont complètement partis sur la dérape avec leurs films. Puis je peux vous dire une affaire, Marvel, à un moment donné, l'intérêt pour ces films-là va baisser, puis ils n'auront pas le choix de brasser la sauce, parce que même si c'est des films qui font de l'argent, au niveau de la qualité, c'est en baisse.
dans plusieurs cas. Puis Marvel commence à aligner des petits échecs. J'ai bien hâte de voir comment tout va se régler, mais je trouve que DC arrive avec un plan aussi très intéressant, avec beaucoup de diversité et tout dans les héros. On amène des nouvelles choses. Bien hâte de voir ça. Bien hâte de voir ça. Et je vais vous parler du trailer que j'ai vu, mais je vais pas vous en parler très très longtemps parce que je pense qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses à dire. C'est un petit trailer de 2 minutes et demie pour le film The Light Between Oceans. De ce que j'ai compris de ce trailer-là, qui met en vedette Michael Fassbender, c'est l'histoire d'un homme qui travaille sur un phare et qui ramasse un bébé un jour qui flotte dans l'eau. Il vit heureux avec sa femme sur le phare. Donc l'enfant grandit, il l'adore, il vit une merveilleuse, jusqu'à temps qu'il rencontre une femme qui leur dit oui, il aurait la même âge que l'enfant que j'ai perdu il y a longtemps, et je l'ai perdu dans un naufrage de bateau et tout le kit. Et là, ils comprennent évidemment que l'enfant qu'ils ont, c'est l'enfant de cette femme-là. Puis le point central, c'est le fait que qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont lui redonner cet enfant-là ou ils vont rien dire puis simplement le garder? Mais il faut vivre avec ce pesant secret-là derrière la conscience. Ça m'a rappelé beaucoup là, en regardant la bande-annonce au film Le Patient anglais, que j'avais vraiment bien aimé. Puis j'ai l'impression qu'on va être exactement dans ce style-là. C'est le genre de film qui va probablement avoir des nominations aux Oscars parce que c'est exactement dans ce style-là. C'est visuellement magnifique. La façon qu'on a... Je veux dire, dans la bande-annonce, on voit beaucoup de paysages, beaucoup de belle utilisation de l'eau. Les paysages sont splendides. La base scénaristique que je vous ai dit avec cet enfant-là, qu'on sait qu'il nous appartient pas, mais qu'on connaît la mère, mais on veut le garder, je trouve que c'est une base scénaristique qui est très très intéressante. Le genre de film là, qui va faire clairement pleurer votre blonde et qui va peut-être vous faire broyer vous-même, parce que même moi, juste la bande-annonce, c'est venu me chercher, puis c'est clairement le genre de film qui va être extrêmement éreintant pour les émotions, mais j'ai bien aimé ça, puis je suis beaucoup plus intéressé par le film après avoir vu la bande-annonce parce que juste à lire de quoi le film allait parler, je me dis que ça va être quand même un peu ennuyant, mais savoir qu'il y a Michael Fassbender aussi dans le rôle principal, qui fait toujours un excellent travail, ça augmente mon intérêt pour le film. Puis je vous invite à aller le voir, ça a l'air quand même possiblement assez bon. Donc, c'est la fin du podcast. On a quand même roulé pas mal aujourd'hui. J'avais beaucoup de choses à dire. Et puis, la semaine prochaine, ce qui va arriver, c'est que je vais vous faire la critique du film Triple 9 qui est sorti en salle il y a vraiment pas longtemps. Et je vais également vous parler d'un obscur film de kaiju, d'attaque de monstres géants. Un daikaiju qu'on appelle ça. Qui date de 1959, qui est Attack of the Monsters. Donc... comme vous avez pu constater, je suis encore en train de critiquer des vieux films passés date. Mais voilà. C'est tout pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Beaucoup de choses à dire cette semaine. Mais j'espère que vous avez été quand même passablement divertis par ce podcast. On se voit la prochaine fois. Et puis, ben voilà. Au revoir.